Et salut à toi Sofiane. Salut Dumble. Et bienvenue à tout le monde pour un nouvel épisode de Squash FM. Un épisode où on va aller sur ton terrain, Sofiane, dans ton jardin, puisqu'on va faire un bilan sur les 5 premières années de la EW, qui a fêté son anniversaire il y a pas très longtemps, et on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de faire un bilan sur la EW et de voir en fait où se situe maintenant la EW après avoir refait une petite discussion sur son parcours jusque-là et de voir où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui dans le monde du catch, dans le monde actuellement. Ouais, on va s'attaquer à un gros morceau. On va pas faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé chez AEW depuis ses débuts. C'est pas très intéressant. On va simplement essayer de discuter en distinguant 5 périodes qui sont assez identifiables voilà, de l'histoire d'AEW. Et on va essayer de se poser des questions sur l'évolution du produit, sur la manière dont il a évolué, pourquoi il a évolué, quels événements a pu faire changer, on va dire, la dynamique de leur promotion et de l'entreprise durant ces 5 dernières années. Voilà, là on sort d'une discussion sur la génération 97. On est un petit peu sur le même modèle, dans la mesure où 5 ans pour une promotion, ça reste jeune, Oui, mais on a quand même un gros passif à analyser. c'est ça parce que quand même la W ça a un peu bousculé son monde en arrivant et en se développant et ça reste un marqueur important surtout au vu des changements que ça a provoqué même à côté. Au niveau de la W, il n'y a pas eu que la W qui s'est créée, c'est tout, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé autour à cause et grâce à la W. Et là, tu me fais une passe D incroyable parce qu'on on va pouvoir commencer un petit peu la discussion, le débat. En parlant des débuts d'AEW, on va, avant même parler des débuts d'AEW, on va aborder un petit peu le contexte dans lequel AEW est arrivé. Donc là, je vais te laisser un petit peu la parole sur l'état de WWE, voilà, sur les années 2018-2019. Voilà, pour un petit peu identifier le, le fait que AEW ait répondu à une demande qui existait auprès d'un public WWE qui commençait à tourner le dos aux produits de WWE tout simplement. C'est ça, parce que quand on arrive, en tout cas le premier Dynamite où il y a vraiment une diffusion récurrente de la W, même si on passe les tout premiers shows et les premiers événements, on est sur du ponctuel. Euh, on arrive quand même fin 2019. Euh, la W, ça s'empêtre depuis déjà un bon moment euh, dans des weekly où les matchs sont pas nécessairement très intéressants. On a ces concepts assez fous de matchs avec les champions contre leurs challengers sans les titres en jeu. Les challengers gagnent automatiquement et du coup gagnent un match pour le titre par la suite en gagnant systématiquement par un petit paquet, un roll-up à ce niveau-là. Euh, où les main events sont jamais des matchs. On termine toujours les shows par des segments. Euh, et des segments qui sont pas très qualitatifs dans cette époque-là. On est pile dans les années avec les storylines euh, de Lana qui trompe Rousseff avec Bobby Lashley, avec le mariage de Lana avec Bobby Lashley où Liv Morgan vient interrompre le mariage pour lui avouer qu'elle est lesbienne. On est dans cette période-là de la WWE où il y a beaucoup de matchs qui durent pas plus de 5 minutes et il y a vraiment un public qui réclame d'avoir du catch. J'avais pris d'ailleurs le premier Dynamite de mon côté, d'un côté, et le Raw à peu près de la même période. Donc le premier Dynamite c'est le 2 octobre 2019 et j'ai un Raw du 7 octobre 2019. Alors bon, j'ai les deux pages cage match, donc déjà il n'y a pas les segments, mais le
Dynamite est noté 7,64, ce qui est plutôt honorable. Le Raw est noté 2,52. Ah, ça c'est pas mal ça. Ouais. Là on est vraiment sur des notes Voilà. assez rares. On est quand même sur un show, on est sur des choses catastrophiques. Et c'est pas la pire note de la période. Et, le 2,52 est pas dans la moyenne non plus. Il y a des shows qui sont meilleurs, mais c'est pas un accident. C'est pas un accident. On est sur une période où déjà il n'y a pas beaucoup de notes au-dessus de 5. L'opener de Raw, c'est un Natalya contre Lacey Evans dans un Last Woman Standing match qui dure plus d'1 quart d'heure. J'ai revu des images du match juste avant. Ouais. C'est long. Et même sur un résumé, c'est long. Je me doute, ouais. Pour comparer, l'opener du côté de Dynamite, c'est Cody Rhodes contre Sammy Guevara. Donc, et même sur l'ensemble du show, on est sur des matchs en moyenne du côté de Dynamite, en dehors du MJF contre Brandon Cutler, voilà, ce qui était un squash match de 3 minutes, on est que sur des matchs entre 10 et 14 minutes du côté de Dynamite. Donc on est sur les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est voilà, ça. De la structure des shows. On est sur une formule qui est déjà prête à l'emploi. Et qui remet un peu le catch au milieu. C'est ça. D'ailleurs, j'ai le rating moyen sur Cage Match des shows WWE sur l'année 2019. La moyenne des shows WWE, c'est 2,39. Ah oui. Voilà, pour se donner une idée, c'est 2,39 la moyenne. Et cette période-là chez WWE, je pense qu'elle est aussi marquée par un mécontentement des fans qui se fait entendre dans les shows. Oui. Je crois qu'on a des chants, CM Punk, ça je crois même qu'il y a des chants AEW à certains moments. Oui. J'ai plus d'idées, j'ai plus les exemples en tête. Mais il y a par exemple ce segment de Sami Zayn qui est devenu un peu culte avec la chaise électrique, où il y a des gens qui posent des questions dans le public, et à un moment Sami Zayn, vu que personne lui a posé la question sur la création de l'AEW, dit « Ah, vous auriez même pu me poser une question sur l'AEW », et du coup la foule part ensuite dans un chant AEW. Donc il y a par exemple ce passage-là, il y a quelques chants. Là où, comme un peu aujourd'hui, mais aussi où le public américain se fait remarquer, c'est par son silence, du côté de WWE. Oui. Et il n'y a pas grand-chose sur lesquels réagir. Là où ça réagit le plus, c'est sur les réseaux sociaux, et tout le monde est plutôt d'accord pour dire que le produit est faible, il n'y a pas de catch, on est sur une compagnie de catch qui arrête de proposer du catch, où il n'y a pas de suspense, tout le monde doit absolument rester fort, et ne jamais perdre de manière décisive. Personne n'est fort finalement. C'est ça, personne n'est fort, personne n'est faible. En fait, vu que personne ne paraît fort, tout le monde paraît un peu nulard. On est sur une période où quand on devient champion intercontinental, on disparaît automatiquement. C'est de la période du règne de Shinsuke Nakamura qui garde le titre environ 200 jours et qui le défend 3 fois sur 200 jours. Donc il y a un ras-le-bol total sur cette période. C'est la période aussi où on a encore des shows en Arabie Saoudite qui sont presque des shows pas canons, où c'est vraiment juste des matchs pour les matchs. On sort du Hell in a Cell où il y a une disqualification de Seth Rollins contre le Fiend. On est vraiment sur une période où tout a été mis pour faire de la WWE en fait que du divertissement, et on a arrêté de faire du catch. Et ça, c'est une période qui va durer, que ce soit maintenant, pendant le Covid, ou jusqu'à SummerSlam 2022, grosso modo. Mais c'est une partie où et AEW arrive dans un marché qui n'existe plus à ce moment-là, en tout cas aux États-Unis, c'est-à-dire dans le marché du catch, qui propose du catch à la télé. Oui, il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas d'offres. De la promotion numéro 1, et donc il y a un créneau à prendre. Le premier All-In, qui était encore un show indépendant, qui arrivait en 2018,
a fait sold out en une demi-heure, Oui. a vendu 11 000 billets à Chicago, voilà, en très peu de temps. Donc, il y avait une potentielle fanbase à aller chercher, à contenter. Voilà, c'est la fanbase voilà, de la fameuse démo euh, après, après laquelle tout le monde court, les 18-49. Voilà, la part de population qui a du pouvoir économique et qui est en mesure d'acheter des billets, d'acheter du merch et qui peuvent faire en sorte que les chaînes télé vendent des spots publicitaires intéressants pour financer la diffusion télé. Donc voilà, on a fait un petit point sur l'état de WWE. Petit point également sur l'état de New Japan Pro Wrestling à cette époque-là. En 2019, alors on arrive aussi à une fin de cycle. Voilà, la période dorée de 2016-2018 qui s'éteint un petit peu progressivement. Le fait que Kenny Omega parte a un impact, évidemment, parce que c'était quand même un artisan de la période dorée chez New Japan, avec évidemment la série de matchs avec Omega, mais pas que. Ça, parce que La série moi de matchs avec Naito. qui connais pas du tout New Japan de cette époque-là, bon, je suivais de loin, mais sans regarder les shows. C'est la période où tout ce qui est Kenny Omega, Cody, les Bucks font partie de The Elite et partent Ouais. faire All Elite Wrestling ensemble, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. 2019, c'est voilà, c'est vraiment la fin. C'est la fin de l'élite chez New Japan parce que certainement que le management de New Japan était au courant qu'ils allaient partir. Kenny était champion IWGP en janvier 2019. Donc du coup, il perd le titre contre Tanahashi. Donc bon, c'était on va dire le dernier run, le dernier marathonnaire de Tanahashi dans le main event, qui était vraiment bien pour le coup. Mais voilà, c'est plus 2016-2018 avec Naito qui est intouchable. Voilà, Okada, Ibushi, Omega. Là, on commence à partir sur un nouveau cycle. C'est Jay White qui va monter dans la carte, qui va remplacer Kenny Omega. Will Ospreay également va monter dans la carte. Bon, il y a eu le Covid après, donc forcément Oui. ça a pas aidé les affaires de New Japan, mais on arrivait à une fin de cycle et la fanbase américaine de New Japan Pro Wrestling, étant donné qu'elle est très attachée à l'élite, elle va suivre l'élite. Oui. Et c'est pour ça qu'à All In, voilà, le show a fait sold out très rapidement et que quand AEW arrive, alors, ben forcément la fanbase était déjà là. C'est ça, parce qu'on peut même faire un petit point sur leur petite pastille de YouTube aussi, du côté de The Oui, Elite ou surtout les Bucks, où il y a beaucoup d'engagement. J'ai plus le nom du show YouTube parce que c'est vrai que je suis pas particulièrement Being the client. Elite. Being the Elite, voilà exactement. Où si je dis pas de bêtises, ça existait déjà quand ils étaient du côté de la NJPW. Oui, oui, oui. Et ça existe toujours, ça les suit encore, même si je crois qu'il y avait une pause ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'ils ont ce public-là états-unien qui les regarde beaucoup au Japon parce qu'ils peuvent les suivre. Ils parlent la même langue qu'eux, ils les regardent, ils sont rigolos. Je me rappelle d'être tombé quelques fois sur quelques vidéos hors contexte parce que je regardais pas et de vraiment trouver des personnes qui sont drôles. Ils sont Oui, vraiment super drôles là-bas et ils sont très fun. Et Cody c'est Rhodes qui est incroyable dans oui, Big The Elite et hilarant sur cette ça me période. fait presque chier de pas avoir cet humour-là à la télé, bon, ce que je peux comprendre. Hein. Mais oui, oui, ils sont accessibles en fait. C'est Ils ça. font très accessibles en étant sur BTE. Donc, bah, forcément, quand ils partent d'un endroit pour aller en créer un autre, on les Ça les suit. suit. Et On les ça suit. participe beaucoup, je pense, à construire Ouais. les personnages auprès du public états-unien et à construire un peu leur légende
sur place. Bon, même si Kenny Omega, il est pas connu que pour YouTube, mais comme tous les dit, autres, ouais. c'est des, Ouais, c'est voilà. des bons catcheurs. Mais ça aide à les rendre populaires en tout cas. Ouais, voilà, ça rajoute un aspect, voilà, plus accessible, plus proche de nous Et voilà, Kenny Omega était déjà connu comme étant un des meilleurs catcheurs du monde à ce moment-là. Ah ouais, voilà. Voilà, il est pas devenu connu grâce à Being the Elite, mais ça permet de les forger ensemble et de donner une cohérence à la création de l'élite qui va suivre. Et puis à créer voilà, une fanbase vraiment qui va être très attachée à eux, plus qu'à l'endroit où ils sont. Oui, exactement. Ouais. Donc mi-2019, AEW arrive. On a des premiers pay-per-view. En octobre, comme tu l'as dit, le premier Dynamite est diffusé sur TNT. Alors il signe au début un contrat de quelques mois de diffusion auprès de TNT. 2-3 mois après, donc toute fin 2019, début 2020, TNT va prolonger Dynamite jusqu'en 2023. Donc c'est à partir de ce moment-là où réellement AEW a un pied ferme à la télé américaine et en plus sur le groupe de chaînes qui diffusait WCW à l'époque. Donc voilà, le produit télé AEW est consolidé. C'est pas un pétard qui va s'éteindre au bout de 4 shows parce que manque de diffuseur. Voilà, il y a un diffuseur important en plus pour le coup. Et donc il y a des sous derrière aussi. Ouais, il y a des sous derrière également. Donc AEW est réellement lancé. Alors les promesses que tenait un petit peu AEW à son commencement au niveau du produit proposé. Alors, on mettait beaucoup l'accent sur un aspect plus sportif. Qu'est-ce que faisait la concurrence? Qu'est-ce que faisait WWE? Donc, avec plus de poids donné aux victoires et aux défaites. Le bilan des victoires et des défaites qui est affiché à chaque fois que quelqu'un fait son entrée. Ça, évidemment, c'est une réponse entre guillemets simple, mais qui est à faire vis-à-vis de ce que propose de WWE. Voilà. Là où à l'époque En les 2018, victoires défaites n'avaient aucun intérêt, n'importe qui pouvait perdre contre n'importe qui, tant que c'était pas roll-up, il n'y avait pas de souci. Ça compte c'est pas. ça. Ouais, exactement, oui. Alors également, ce qui tranche par rapport à WWE et une des promesses que tenait WWE, c'était un gros focus sur la division tag team. Forcément, les Young Bucks font partie des gens qui étaient à l'origine de la création de la promotion. Je pense que sur les débuts, la promesse a été assez tenue quand même. Oui. Bon, on a des gros noms, on a déjà les Lucha Bros, SCU. C'est ça. Il y a quand même une volonté aussi de consolider, enfin de moins de créer de l'engouement pour de nouvelles tag teams comme Private Party. Oui. Private Party qui fait l'upset entre les Young Bucks et qui les bat lors du premier tournoi pour couronner les premiers champions. Donc voilà, c'était un moment bon, malheureusement dont on n'a pas vraiment capitalisé dessus depuis qu'ils sont là. Mais au début, le focus était présent, voilà, on nous l'avait annoncé et le focus existait. Également, ce qu'on nous promettait, c'était une grosse présence des Joshi. Pour le premier show, il y a un 3 contre 3 exclusivement de Joshi. Il y a Rio qui est la première championne AEW, ce qui est quand même assez dingue. Oui. Comme Paris d'envoyer Rio comme championne d'une promotion qui passe à la télé américaine.
puisqu'elle parle pas anglais, elle a un physique vraiment atypique. Alors je vais pas vous dire que c'est une caricature de Joshi, mais si on devait peut-être faire le portrait robot d'une Joshi, voilà, sans vraiment trop connaître l'univers, je pense qu'on peut décrire Rio assez facilement. Ouais, Riol correspond bien à la définition, et c'est vrai que ça donne un bon choix au final de première championne aussi, parce que ça annonce la couleur de se dire, voilà, Ouais, vous regardez un produit télé qui va pas forcément toujours respecter les codes de ce que vous avez l'habitude de regarder ailleurs. C'est pas toujours celui qui a besoin de gagner qui va gagner, mais parfois celui qui mérite de gagner. Et là, sur le premier show, on a Rio contre Nyla Rose, la meilleure catcheuse des deux à gagner sur ce match-là. Euh, et ça donne une définition aussi pour la suite à venir, de se dire, voilà, le catch va prédominer, et vous allez regarder un produit qui va mettre le catch en avant et qui va vous faire voir des choses de tous les horizons. ouais, ouais. Il y a une énorme diversité dans ce qui est proposé. Ça, ce sera une constante de, du produit AEW, même jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai qu'au début, alors il y avait même cette sensation un petit peu de bazar, parce que au tout début de AEW, tout le monde bouquait un petit peu ce qu'il faisait. Il n'y avait pas vraiment de vision globale chapeautée par une personne. Oui. Donc, bon, on pouvait se retrouver avec des segments de Brandy Rhodes et qui se traînent avec un clan absolument affreux. On avait aussi la toute première version du Dark Order qui marchait vraiment pas du tout. Voilà, dans le même show, avoir le la storyline au niveau de l'élite et de d'Eggman qui essaie de trouver sa place dans le clan, une storyline vraiment très classique entre Chris Jericho et Cody Rhodes, euh, des euh, euh, des matchs hardcore entre John Moxley et Kenny Omega. Voilà, il y a vraiment une variété dans le produit. Ça partait quand même un petit peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de shows dans le même show, au final. Euh, Voilà, c'est ça. Alors, je vais te laisser finir. mais C'est quelque chose qui restera une constante aussi. Hein. oui, voilà, et ça fait partie de l'identité AEW du début jusqu'à aujourd'hui, où on voit quand même C'est ça. beaucoup de choses au final. Quand on regarde l'AEW, on regarde du chain wrestling sur des matchs. On va voir du match de Joshi qui vont se mettre des coups de coude jusqu'à se faire tomber dans les pommes. On va voir un Moxley qui va saigner 14 litres de sang et on savait pas qu'il pouvait détenir autant de sang dans son corps, mais il y arrive à chaque fois à nous surprendre de plus en plus, comme Eddie Kingston. Euh, on a des... en fait, on prend vraiment ce parti pris du côté de la EW de ne absolument pas formater les personnes qui arrivent, Ouais, comme on peut le faire chez un concurrent, et de vraiment dire, vous venez ici chez nous, mais faites comme chez vous. ouais, exactement. Ouais, Et c'est vrai que ça donne vraiment ce côté fouillis où peut y avoir plein de choses. Ça peut même parfois être dur à suivre, même encore aujourd'hui, hein, parfois ça peut être encore dur à suivre, mais au moins tous les fans de catch peuvent se retrouver à l'AEW parce qu'il y a un peu de tout quoi qui est proposé là-bas. Et surtout on est moi dans une période, moi ce que je me rappelle beaucoup du début de l'AEW, ce que j'aimais énormément, c'est que comme tout le monde avait un peu d'exposition et que tout le monde avait l'occasion de se montrer, de faire des choses, on pouvait vraiment avoir des favoris partout à tous les niveaux de la carte à ce moment-là. ouais, Parce que il y avait des choses atypiques. On pouvait se trouver des favoris du côté tag team qui n'étaient pas forcément les champions. On pouvait beaucoup aimer CU parce qu'ils avaient un personnage un peu particulier et que moi ceux qui ont suivi un petit peu Ring of Honor ou TNA, bon, peut parfois se retrouver un peu, se dire ah bah tiens c'est vrai que c'est des noms que je connais. Donc il y a ce côté aussi avoir aussi bah, des anciens WWE, hein, on va pas se mentir, même si c'est pas encore la grande vague à ce moment-là. Mais bon, il y en a déjà il y a quelques noms un peu connus du grand public, bah, typiquement Cody Rhodes, hein, ou Dustin, qui sont là à ce moment-là. Euh,
on peut identifier rapidement ces noms un peu connus et on en découvre des nouveaux. Et l'AEW a toujours un peu ce problème, c'est que n'aide pas forcément les gens à découvrir, mais essaye de faire découvrir les gens un peu. Bah regardez, Ouais. et vous allez voir si ça vous plaît. Mais voilà, l'AEW peut peiner parfois à présenter les choses, mais à ce côté, voilà, je vous présente et vous me direz après si vous aimez. Voilà, on te prend pas par la main. C'est ça. On te propose ça. Si ça te plaît, bon bah écoute, tant mieux. Et puis t'as du passif à rattraper et t'as également de quoi attendre la suite, voilà les prochains événements. Mais oui, oui, on arrive souvent euh, au milieu de quelque chose et il faut faire l'effort d'attraper le wagon en route. C'est ça. C'est toujours le côté qui peut être parfois compliqué, c'est que ça peut te plaire, mais il faut vouloir s'accrocher au départ parce que on ne présente pas nécessairement tous les enjeux, tout. En même temps, c'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup d'horizons différents et beaucoup de personnes Oui, c'est différentes ça. qui se retrouvent au même endroit. Ça aurait été très compliqué. Ils ont pris le parti pris et ils le garderont jusqu'au bout de se dire on vous présente quelque chose et voilà, aimez ou n'aimez pas. L'avantage de la WWE, c'est qu'ils présentent toujours des choses assez différentes pour qu'on finisse toujours par s'y retrouver un peu. Pour que même s'il y a Oui, quelque chose qu'on n'aime oui, pas, oui, on puisse s'y retrouver ailleurs. oui, oui, oui. Alors, un petit point que j'avais noté à l'époque, c'était le fait qu'il y avait quand même beaucoup de promos qui étaient faites sur le ring. Oui, Voilà, on a des exemples de Cody Rhodes qui fait sa fameuse promo pour passer de Undesirable à Undeniable. Les promos de Jericho avec l'Inner Circle, les promos de Moxley. Ça, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, voilà, à ses débuts, enfin au début d'AEW. Là, j'en parle parce que forcément, quand on abordera la suite, les choses ont un petit peu changé. oui, Et puis une identité visuelle différente par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de luminosité, le logo Dynamite, voilà, sur lequel on a jeté des pots de peinture rose, vert fluo et jaune. Donc voilà, un show vraiment qui fait vibrant quoi, une espèce de rassemblement voilà de gens qui attendaient peut-être voilà, un produit comme ça et le fait de les éclairer tous, ça mettait un petit peu tout le monde au même niveau, que ce soit les catcheurs et le public. Et voilà pour lancer l'aventure AEW main dans la main. Alors comme moment marquant, ouais, forcément il y a les débuts d'Inner Circle oui. au premier Dynamite. Mm. Il y a la feud entre John Moxley et Kenny Omega. La feud entre Chris Jericho et Cody Rhodes. La feud entre Chris Jericho et John Moxley. En termes de match, je pense que le match voilà, qui a marqué Dynamite sur cette période 2019, début 2020, c'est le Cody Rhodes contre Wardlow en Steel Cage, Oui. quand Cody fédé avec MJF. Et voilà, le moonsault qu'il fait du haut de la cage. Et la cage qui était immense, Oui, elle qui est était beaucoup énorme cette plus grande cage. que ce qu'on avait l'habitude de voir chez WWE ou même ailleurs. Et il a fait un moonsault depuis là-haut. Et même entre Et- autres sur de l'aspect plus général, mais quelque chose sur lequel on peut en parler. On en a parlé légèrement aussi, mais euh, l'aspect tag team sur ce début AEW où vraiment on est sur de la grosse qualité en termes d'équipe, que ce soit sur la mid-card de l'équipe, le main event tag team, il y a quelque chose qui est proposé et c'est vraiment intéressant tout du long. Il y a vraiment des matchs qui sont énormes entre, oui, effectivement, on a les Adam Page et Omega, bah, les Bucks,
les Lucha Bros, Les Bucks à SCU, Révolution, ouais. Private Party, les Best Friends. Il y a vraiment beaucoup de monde. On a une division tag team qui est ultra fournie à cette époque-là. C'est quelque chose que la W maintient quand même. Et on regarde parfois des Dynamite pour voir les matchs tag team. Oui, on ressort du show en se disant que le match tag team est le meilleur match. Alors, on se disait aussi souvent ça chez WWE à une certaine époque, Oui, mais pas pour les mêmes raisons. c'est ça. C'est pas forcément pour le catch C'était pur. voilà le match tag team en pay-per-view chez WWE avec le New Day, avec les Usos, ils sauvaient surtout le show de manière générale. Alors que là chez WWE, il y a un vrai focus dessus. Oui. Ça, il y a un vrai focus, on les suit, donc c'est moins des matchs, c'est moins ponctuel, mais c'est vraiment de manière constante. Il y a une qualité qui est énorme sur la division par équipe et on pourrait faire des shows à W avec juste des équipes et je pense que ça fonctionnerait. La qualité Ouais. était tellement énorme à ce moment-là que ça aurait fonctionné, je pense. Est-ce qu'on a fait le tour sur cette première période? Sur les débuts, la formation de la WWE? Je pense que oui, on peut peut-être quand même placer un petit mot parce qu'il est important sur cette période-là, sur Chris Jericho. Oui. Parce que bon, même si plus tard, on va y revenir ensuite, voilà, il y aura d'autres choses à dire plus tard sur Jericho, mais sur ce début, c'est vraiment ta tête d'affiche aussi au Et c'est niveau un de la très bon W. premier champion. C'est un très bon premier champion, il porte ton truc, euh, il porte ta compagnie, et puis euh, on arrive tout de suite sur un concept qui est génial, c'est de se dire, et qui montre aussi un peu ce que va faire le W par la suite, mais on va faire des affiches. Et vous allez voir, va y avoir des matchs. C'est les matchs de rêve, les dream matchs de la W. Et on va avoir ce Jericho Ouais. Omega, par exemple, ou Jericho Moxley. Et c'est vrai qu'on est sur des matchs euh, assez longs, assez disputés, et il y a vraiment cette volonté de la W de créer des dream matchs et de créer des matchs dont on se souviendra toujours au final et de vraiment créer des matchs de catch dont on se souviendra, et pas les événements qui se passent dans ce match. Ouais. Ouais. Oui, oui, Jericho. Alors, je sais pas si c'est le MVP de cette période-là, mais ouais, Mais il il est fait partie important. voilà, des gens très importants. Voilà, cette période-là de WWE. S'il est pas là, euh, énormément de choses changent. Hein. Ouais, Bah, là, pour le coup, je pense c'est même difficile de s'imaginer AEW sans Jericho à ses débuts, ouais. Et puis au tout début. Ouais. ça t'aide, je pense, beaucoup à convaincre d'indécis côté WWE à rejoindre le W aussi et à regarder les shows. Ouais. Alors, on va dire la première période s'achève au, au moment où le Covid frappe le monde, Mm. donc en février-mars 2020, où voilà après quelques mois seulement d'existence, AEW doit proposer des shows avec zéro spectateur, tournés au Daily's Place la plupart du temps, ou alors à la Nightmare Factory. Forcément, on est en lockdown. Il n'y a plus vraiment d'accès aux catcheuses japonaises qui disparaissent toutes, sauf Hikaru Shida. Là, pour le coup, c'est vraiment le postulat, c'est de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, Ouais. et c'est de mettre en avant les esprits créatifs de chacun pour essayer de faire en sorte qu'un show de catch fait dans une arène vide soit quand même divertissant, surtout dans la mesure où tout s'est arrêté, tous les sports se sont arrêtés. C'est ça. Il y a vraiment plus que le catch qui Il y a- tourne encore sur les chaînes de télé. il y a plus que le catch qui propose quelque chose et qui essaye de continuer à faire un produit live chaque semaine. Ce qui est vraiment Ouais, difficile en plus, voilà, de faire du. Bon, je crois que AEW sur la période, il y a aussi, il y a surtout de l'enregistrement, bah, comme Doule qui va aussi beaucoup enregistrer sur oui, la période. Mais
Mais voilà, faut quand même délivrer quelque chose chaque semaine et voire parfois plusieurs fois par semaine. Et c'est une période qui est compliquée pour tout le monde. Et il y a vraiment que le catch, là où pratiquement tout est à l'arrêt, il y a que le catch qui se dit on va essayer de continuer à faire des choses. En tout cas sur le tout début Covid. Et qui essaye Ouais. d'évoluer très vite. Là où après certains sports finiront par essayer de s'adapter un peu plus tard. Mais le fait de réussir à s'adapter très rapidement pour pouvoir ne pas créer d'interruption de programme, Oui, c'est très difficile. c'est très difficile. Et puis, monter une entreprise en mi-2019 pour ensuite voir ses revenus complètement tronqués quelques mois après parce qu'on rentre dans une pandémie mondiale. Alors évidemment, la famille Khan a des fonds illimités, donc le matelas financier il est gigantesque. Ça. Mais au niveau du suivi de la fanbase et même de l'élargissement de la fanbase, c'est quand même resté une période propice à AEW. Quand on rentre dans le Covid et puis ensuite qu'on en ressort, il y a plus de gens qui regardent AEW. Il y a plus de gens qui sont devenus fans d'AEW. C'est ça, bah, disons que Et l'exode des fans ouais, douleux continue aussi sur la période-là. Parce que, pareil, on est toujours sur des matchs pas très palpitants et toujours sur des storylines vraiment pas intéressants. On est dans la période Monday Night Messiah avec Seth Rollins qui arrache l'œil de Rey Mysterio, avec même si c'est sur le papier une bonne idée, dans l'exécution c'était pas terrible, mais les Money in the Bank où il faut monter tout en haut du QG WWE. Or, celui de féminin, j'ai trouvé plutôt réussi. Le masculin, c'est compliqué, on va dire. Euh, ouais. mais Le Bray Wyatt, Braun Strowman dans un marécage là, ça ah aussi, oui, ça venait de ce show-là, bah, le même show que Rollins qui dégueule. on est sur la période boule Est-ce de que c'est le même show feu. ou est-ce que je mélange des shows là? J'ai Je l'impression que c'est le sais même. plus si c'est dans le même show exactement parce que sur cette période-là, c'est dur de pas confondre tous les shows. Mais Ouais. on est sur la période double paranormale où où en fait, autant le 2019 avait déjà un peu commencé ce côté tout divertissement. Le Covid les a complètement lancés là-dedans. Et c'est là où on va se lancer dans quelque chose où tout est fait pour créer des moments et vraiment des événements à l'intérieur des matchs, à l'intérieur des shows. Euh, on est dans ces moments où, voilà, bah, comme je disais tout à l'heure, Remiso se fait arracher l'œil, il y a le vomi qui est dedans, on a la double tentative de meurtre de Baron Corbin lors de Money in the Bank. On a effectivement la bataille dans le marais. Euh, Ah, on est vraiment détaché du réel c'est ça. complètement. On est sur les boules de Ouais, feu ouais. d'Alexa Bliss sur Randy Orton. On est Ouais, toute la vraiment. partie de Thunderdome où on crée les réactions aussi bah, vis-à-vis du public avec C'est la ça. bande son de SmackDown versus Raw. Voilà, t'appuies sur pop quand tu veux qu'il y ait une pop et puis t'appuies sur Exactement. UV quand tu veux qu'il y ait des UV. Et Bon, c'est c'était pas comme ça. Chez AEW, euh, on n'a pas essayé de créer artificiellement des réactions à ce qui se passait dans le ring, mais on a quand même tenté beaucoup de choses. ouais. Et bah, le match qui vient en tête directement, c'est le Stadium Stampede C'est une qui a sortie, été ouais. fait dans le stade des Jacksonville Jaguars. C'est un de mes premiers souvenirs à W en tant que fan. Hmm. Et je suis ressorti de ces matchs en me disant, oh, ça y est, je vais suivre toutes les semaines à partir de là. Même si j'ai pas trop compris tout ce qui se passait, même si j'avais pas du tout le passif des feuds et là, des interactions entre tout le monde. Ça, moi, Enfin, c'était juste drôle, quoi. C'était juste ces 10 mecs là qui ont décidé de faire le match le plus drôle dans une période où où c'était pas drôle du tout. c'est ça, où c'était pas fun, Mm. où il y avait beaucoup de choses Mm. qui étaient pas très bien, et où c'est dur parfois de s'embarquer sur certaines choses parce qu'il n'y a pas les réactions du public pour s'identifier parfois très facilement, C'est et où tout est c'est encore ça. plus exagéré que d'habitude pour justement dire, ah voilà, bon bah, vous voyez, c'est comme ça que c'est censé se passer, donc on appuie bien sur chaque chose pour faire comprendre
Et ouais, t'as pas les le réactions. coup, en fait. C'est ça qui est terrible, de faire du catch sans avoir la réaction du public. C'est. Est-ce que ça doit exister, même le catch sans public? Ah, Ça a existé. ça a Ça a existé. existé et c'est Et heureusement que ça a existé. Moi, je ouais. suis devenu fan AEW. Côté fan AEW, c'est consolidé pendant cette période-là, quand il n'y avait Mais- pas de fans. Et je Mais pense en que soi, c'est c'est pas censé exister. c'est ça. Mais je pense que la majeure partie des fans de WWE, je pense que la majeure partie des gens de la WWE qui ont arrêté de la regarder, c'est dans cette période-là Covid. Et qui se sont lancés dans la EW, je pense que c'est à cette période-là exactement. Parce que Ouais. t'avais un produit qui devenait presque irregardable côté de WWE parce que ça n'avait de catch que le nom, et encore le nom, il n'y avait plus le droit de le dire. Donc c'est Oui. pour dire à quel point on y était. Et on avait le W qui tentait un truc décomplexé. Et se dire, bon bah, vas-y, on est dedans, on va plonger dedans jusqu'au cou et on va tenter de faire du catch de la manière la plus C'est dur de trouver le terme. possible. Plus, ouais. C'est sincère au final. Ouais, exactement, ouais, exactement. C'est Et ils ont poussé la vanne jusqu'au bout. ça, parce que le Stampede, c'est une super définition de ce qu'est la W sur la période. C'est ce moment un peu, j'ai presque envie de dire cartoonesque, d'un match où, Oui. où on a. C'est une usine à même. Il y a la golfette. C'est le match de la golfette. Euh, Ouais. C'est le match où Sami aussi se fait courser par le cheval d'Hangman. oui. Et tout est con dans ce match, mais tout fonctionne. Ouais. Et c'est un match que tu peux re-regarder plus tard, en fait, aussi. C'est un match que tu peux re-regarder, c'est un match que tu peux montrer à d'autres. Alors, peut-être pas des personnes qui regardent pas le catch, mais c'est c'est un match, en fait, qui est drôle, où il y a quand même un peu de performance sportive, mais on sent que c'est pas non plus le principal propos. Mais tout le monde, je pense que c'est un match où tout le monde s'est amusé, que ce soit les personnes qui regardent, les personnes qui l'ont réalisé, les personnes qui l'ont filmé, tout le monde a pris du plaisir à le faire. Et c'est aussi pour ça que c'est devenu une formule culte du côté de la W. Et qu'ils ont décidé de le garder et de le faire et de le continuer, bon, sous des différents formats, ça Stampede ou Anarchy in the Arena. Euh, c'est devenu une formule qui est pratiquement devenue indissociable de la W et qu'ils ont réussi à décliner pour raconter des choses en plus très différentes à chaque fois. Ouais. Alors c'est le Stadium Stampede, c'était pas la seule marque, on va dire de créativité, voilà, qui avait été mise en avant à cette période-là. Le Stadium Stampede, c'est la version ultra positive. Il y a une version, on va dire assez négative, le Exploding Barbed Wire Deathmatch Oui, entre Kenny Omega et John Moxley, alors, moi je défends le match en lui-même. Si on enlève le finish, le match était très bien. C'était un très bon match hardcore. Mais t'as pas le droit d'avoir un finish comme ça. T'as pas le droit de finir un pay-per-view que les gens ont payé $50 de cette manière-là. c'est ça. C'est que t'as Voilà, il y vendu a un truc, surtout pendant plusieurs ouais, semaines. T'as vraiment c'est ça. vendu quelque chose et c'est pas livré, quoi. C'est Non, alors que et le problème c'est que ça a tué tout le match parce que oui, comme tu le dis, le match il est bien. C'est un bon match de catch, mais la fin est horrible, quoi. Ça a tout pris du match. Ça a tout absorbé. ouais, ouais. Donc c'est ouais, le penchant négatif de voilà, bah, du Stadium Stampede, du fait d'essayer d'être le plus créatif possible, de proposer le, la chose la plus poussée, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bon, ben là, ça n'a pas marché. Et ça restera quand même un flop assez terrible pour AEW. Également, il y a eu le parking Lone Brawl entre les Best Friends et Santana et Ortiz, qui était très bien. Oui. Ouais, T'as quelque chose à rajouter par rapport à ce match ou Non, pas particulièrement. C'était un bon match. Ouais, Je m'en rappelle, donc c'est que ouais, c'était bien parce que j'ai tendance à plutôt oublier les matchs moi de temps en temps.
Ouais. Mais c'est vrai que de mémoire, c'était un match qui m'avait bien plu et je crois que même que c'est un des rares matchs que je suis retourné re-regarder une deuxième fois plus tard. Donc, Ouais. surtout sur cette période-là. Où il n'y a pas beaucoup de matchs que j'ai revus. Oui, tu m'étonnes, oui. En général, on veut pas trop revenir sur cette période-là. Mais ouais, voilà, il y a quand même bon, le Sludge Stampede et le Parking Lot Brawl qui sont sympas à revoir. Également, alors Britt Baker, qui était blessé une majeure partie de cette période-là, et donc il faisait des segments toutes les semaines en fauteuil roulant Oui. avec Reba, en faisant chier Tony Schiavone à la table des commentateurs, qui avait une place attitrée au Daily's Place, juste à côté la place des commentateurs et qui faisait partie du show en fait toutes les semaines, même en n'étant pas là, même en n'étant pas apte. Donc c'est là aussi où Britt Baker s'est construite un petit peu à l'instar de Bailey qui s'est construite pendant Thunderdome. Voilà, Britt Baker qui a trouvé sa voix, qui a trouvé son personnage et qui est devenue la femme la plus over de la division chez AEW. Ouais, elle s'établit beaucoup à ce niveau-là et c'est là où elle devient un peu la star de la division féminine à ce moment-là. Mais c'est aussi du coup le moment où la division féminine commence un peu à se décliner. Bon, un peu à cause de Oui, l'absence des Joshi aussi sur la oui, période. Mais, euh, mais du coup, on met plus en avant Britt Baker. Et c'est vrai que oui. la division féminine en souffre un peu parce que même si c'est un super personnage, elle bloque un peu cette division au final. Oui, c'est le Rey Hikaru Shida voilà, qui va être championne tout le long de cette période-là, qui a pas énormément d'adversaires à se mettre sous la dent. Il y a un match sympa contre Penelope Ford. Euh, Statlander se fait les croisés à cette époque-là. Du coup, elle est absente également. Elle va affronter Thunder Rosa, qui vient de NWA, et voilà, qui est une bonne recrue et qui a fait du bien quand même à la division féminine quand elle est arrivée. Mais ouais, t'as raison. Là, pour le coup, là, Hikaru Shida, c'était une championne assez délaissée, et, voilà, pour plusieurs facteurs. Hein. Mais c'était un règne, voilà, où vraiment où elle gardait le titre le temps que Britt Baker se remette sur pied, et puis le temps que cette pandémie s'en aille. Puis c'est une période aussi où il y a beaucoup, même sans particulièrement parler des femmes, mais où il y a beaucoup d'anciens WWE qui arrivent à le W aussi. Ouais, il y a beaucoup de débuts. Il y a les débuts de Matardi et de Brody Lee. Ça, c'était le premier show Lockdown. Oui, Miro arrive avec sa gimmick de gamer. C'est les débuts de Sting aussi. Les débuts de Christian. Cody Rhodes, en étant champion de TNT et en faisant un Open Challenge chaque semaine, ramène Ricky Starks et Eddie Kingston qui oui. finissent par signer. Donc oui, alors ça tombe aussi forcément pendant, enfin juste après l'immense vague de licenciements du côté de WWE. C'est ça. Il me semble que il me semble que ça tombe même pendant le Covid. Je crois qu'il y a, Il me semble que c'est pendant le Covid parce que je crois que c'est ouais, aussi sur cette période-là où Tony Khan a la déclaration de non, on virera jamais personne. oui, c'est ça, ouais. Si vous avez un contrat, il n'y a pas de souci chez nous. Donc, je crois que c'est un peu à cette période-là aussi où les gens arrivent et du coup, il commence à y avoir un peu ce côté. Ah tiens, il y a beaucoup d'anciens WWE à la Oui, EW et qui sont très exposés à certains au départ en tout cas. Donc ouais, on est pile dans cette période-là avec beaucoup de licenciements aussi qui nourrit au final la EW et qui oui. renforce l'adhésion des anciens fans de WWE à la EW en disant bon bah voilà, c'est il continue d'être horrible de l'autre côté Voilà, chez c'est l'autre ça. Et fédération, puis, on est chez les gentils.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. On a l'impression d'être derrière une entreprise avec un minimum d'éthique. Forcément, quand t'es déjà fan, quand t'es déjà convaincu, ça rajoute un petit plus. C'est ça. Euh, C'est Le sûr. fait que qu'énormément de personnes WWE arrivent à cette époque-là, ça fait qu'il y a plusieurs influences qui vont s'entremêler. Bon, on en a parlé un petit peu quand on a abordé la première période. Ça reste un grand melting pot de visions de catch différentes Oui. à WWE et notamment tout ce qui tourne autour de Cody Rhodes, Oui. le fameux Codyverse qui se lance. Alors je sais pas s'il se lance, mais on va dire qu'il prend du galon à partir du moment où il gagne le titre TNT. Et il va fêter notamment contre Anthony Ogogo, Oui, c'est sur cette période-là, oui, contre là, Petit c'est Marshall. Il y où aura un Cody a petit un peu ses têtes et veut vraiment mettre c'est ça. les personnes qu'il a envie de mettre en valeur contre lui et où personne n'est content de ça. Ouais, et puis Jet Cargill a commencé pendant cette période-là. Bon, Jet Cargill, c'est un projet Cody Rhodes, c'est un projet Nightmare Factory. Oui. On a alors le Dynamite qui pour moi comment dire est le plus synonyme de cette grande variété d'influences chez AEW, c'est le Dynamite où Jet Cargill fait ses débuts et du coup elle team avec Shaq pour affronter Cody Rhodes et Red Velvet Ah oui. parce que dans ce show là, ça c'est l'opener. Dans le même show, il y a Tully Blanchard qui catch avec FTR. C'est le dernier match de la carrière de Tully Blanchard, je crois. Alors je vais vérifier parce que j'ai sa page Cage Match sous les yeux. Oui, c'est ça. C'est bien possible, voilà. Ouais, Tully Blanchard qui remet les bottes pour faire l'équipe avec FTR. Il y a également Ryo Mizunami qui vient affronter Nyla Rose. Donc en fait, là, on a 3 matchs de 3 influences complètement différentes. Oui. Et là, pour le coup, on est vraiment dans ce qu'est Dynamite. Et peut-être je sais pas si c'est la meilleure version du Codyverse, mais c'était quand même hyper divertissant. Que ce soit bien, que ce soit pas bien, ça a toujours été divertissant. Oui. Bah, de toute façon, je pense que c'est aussi une période où le W se rend compte que il n'y a pas vraiment de public, donc c'est pas trop grave de prendre un peu sur la qualité sur le ring, même si bon, il y a quand même des très bons matchs sur la période. Hein. Et, euh, et en fait, de rajouter un peu plus de fun aussi. Et Cody Rhodes, il a une vision vraiment, lui, du fun. Oui. Parce que je crois que du coup, on a fait le tour de cette période-là, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, à moins qu'il y ait quelque chose qui te revienne en tête avant qu'on passe à la suite. Sur la partie là, Alors, pas trop. la feu d'Orange Cassidy, Chris Jericho, Oui. Qui porte qui un est peu quand même la assez marquante. période aussi, avec ses C'est ça. bons et ses mauvais aspects, mais qui est un bon Ouais. résumé au final de la période Covid, hein, la Gaieté Orange Cassidy Jericho, parce qu'on a le Mimosa Mayhem match qui est Ouais. divertissant, mais qui est pas un très bon match en lui-même. Ouais, Euh, oui. Moi, je sais que Alors, pour hyper cette feud, il y avait un segment avec Eric Bischoff qui est venu faire un town hall meeting qui va poser une question à Orange Cassidy qui ensuite il débite. oui, sur l'écologie, je crois quelque chose comme ça. Et le Un segment truc est comme ça, hilarant ouais. en plus, donc Ouais. et c'est cette rivalité a vraiment des bons aspects, des mauvais aspects. On a ce côté un peu plus divertissement avec, comme tu dis, effectivement, Eric Bischoff qui vient poser des questions. Et le segment est vraiment très drôle, en vrai. Il y a et Très sport entertainment, hein. c'est ça, très sport entertainment, mais réussi sur ses bons points. Et surtout, il y avait d'autres choses à côté, donc qui restaient intéressants. Donc,
ça avait ce mérite-là d'être là et d'être divertissant. Bon, c'est au final, ce sera pas non plus quelque chose de ultra mémorable dans l'histoire AEW, mais ça résume plutôt bien cette période. Ouais. Et donc, je pense qu'on peut passer à la suite. Oui. Parce que les restrictions Covid vont se lever petit à petit. Et en mai 2021, AEW va proposer son premier pay-per-view avec du monde dans le public. C'est Double or Nothing. Ça restera quand même au Daily's Place. Mais ça marque le début de ce qu'on pourrait considérer comme le prime AEW. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont récolter les fruits de tous les efforts qu'ils ont accomplis pendant la période Covid. Ils vont reprendre la route. Ils vont tourner voilà, aux États-Unis. Ils vont remplir les salles. À Dynamite, on vend 6000 billets, on vend 7000 billets. Sur des dynamites spéciaux, on peut en vendre même 10 000 et 11 000. Là, je pense qu'on peut dire qu'AEW marche un peu sur l'eau. Oui, c'est une période où les Parce gens ont que- faim de cash, Ouais. il y a une frustration de pas en avoir eu, donc les gens vont au show et réagissent énormément sur la période. Je me rappelle aussi Ouais. du bruit qu'on a, c'est c'est assez dingue ce qu'on a du côté de AEW et les gens sont convaincus par le produit. Oui. Alors pour juste pour prendre un exemple voilà du bruit dingue que les gens font, le premier Dynamite Grand Slam, le Kenny Omega Bryan Danielson, où Oui, la cloche sonne même pas et qui est culte. la reine tremble. C'est c'est une image qui est culte et qui Ouais. marque qu'on verra toujours. Enfin, c'est cette image-là, Oui, oui. elle va rester. C'est une image marquante, aussi voire plus marquante que la fameuse vidéo aussi backlash de Jay Styles avec la caméra qui secoue. C'est Oui. on est vraiment sur une des images cultes du catch, quoi. Pour le coup, et Et qui puis se marque dans l'histoire. on peut parler aussi d'un autre moment qui a marqué l'histoire complètement, c'est les débuts de CM Punk à Rampage. Oui, Le United Center sold out sur la base d'un tweet de Sean Ross Sapp mm, et d'une promo de Darby Allin qui le dit sans le dire alors que CM Punk arrive. Donc voilà, les débuts de CM Punk, les débuts de Bryan Danielson, les débuts d'Adam Cole, les débuts de oui. Malakai Sur le Black, même show que Danielson d'ailleurs, qui sur le même segment, les deux débutent. ouais c'est ça, c'est ça. Malakai qui débute sur le premier show de Retour sur la route, Oui, qui prend une pop hallucinante. oui, Donc là, on rentre un petit peu dans la phase où c'est pas seulement des gens qui ont été virés de WWE qui viennent chez AEW, c'est des gens qui décident de ne pas prolonger et qui choisissent d'aller chez AEW. oui. Je suis en train de me rappeler d'un petit truc. Je devrais pas dire ça, mais la période Covid, elle a été marquée aussi par le décès de Brody Lee. Oui. Pourquoi j'y pense maintenant? Parce que CM Punk et Bryan Danielson, quand ils ont expliqué les raisons pour lesquelles ils sont venus chez AEW, ils ont également parlé de voilà du traitement de Brody Lee, de sa famille, et puis du fait que rien ne soit sorti de sa maladie voilà, quand il était mourant. La mort de Bourdilly, ça a été un choc pour tout le monde parce qu'on s'est tous réveillés un matin, on a ouvert Twitter et puis on a vu que Bourdilly était mort. Alors que je pense que la majorité des gens croyaient qu'il était blessé à la cheville. Ça, il y a cette fameuse image aussi avec Eric Rowan en larmes, avec Oui, sa pancarte au milieu de l'ère Covid, qui oui, pareil, c'est qui est une image marquante aussi à ce ouais. moment-là. Et ça a marqué également donc les catcheurs eux-mêmes. Et voilà, pour en revenir à ce que je disais, maintenant les catcheurs choisissent d'aller chez AEW. Oui, Ils vont pas chez AEW parce que y a plus que ça entre guillemets. Parce que j'ai été viré de WWE.
Il faut que j'aille ailleurs, J'ai il faut que je j'ai trouve un là. endroit où aller, c'est un bon point de chute. Voilà. Maintenant, il y a vraiment cette deuxième option où le W, mine de rien, paye. Il y a moyen d'avoir des salaires Oui. équivalents euh, par rapport à ceux de WWE. Beaucoup plus Et, intéressant. et un produit alternatif où on peut s'exprimer. C'est vrai que quand on a un Danielson et qu'on a fin de catch, pouvoir avoir un contrat intéressant et en plus pouvoir catcher, c'est le rêve. Surtout quand on est dans une compagnie qui veut vraiment se baser sur le côté de faire des affiches de rêve. Et est-ce que on a mieux en termes d'affiches de rêve que d'avoir Danielson dans le même roster qu'un Omega? Et effectivement, on a ce match-là dont on a parlé tout à l'heure, le Omega Danielson. C'est en fait, dès que Danielson arrive, c'est tout de suite la première idée qu'on a en tête, c'est se dire, oh, Oui. Danielson Omega. Et ils le font de suite. Et ils le Voilà. font de Et suite. pas besoin de segments, d'angles, d'allumer l'allumette sur une fed vaseuse. Non, non. On veut juste voir une affiche avec Brad Nelson d'un côté et Kenny Omega de l'autre. C'est Et ça. ils l'ont fait. C'est et voilà, on reste sur cette chose qu'on était déjà sur la première partie de dire voilà, on veut créer des affiches et c'est vrai que euh, on continue sur ce côté-là côté EW, on crée des affiches, on crée des matchs de rêve et on crée des matchs dont on se souviendra pendant des générations et je l'ai déjà dit sur la première partie et je peux le redire là, on crée des matchs dont on se souvient pour les matchs. Oui. Et on va en créer d'autant plus que c'est la période où la Forbidden Door commence à s'ouvrir Oui. et où les gens de Japan Pro Wrestling commencent à venir et alors Kenta était déjà venu pendant la période Covid le temps d'un match ou deux. Mais étant donné que les frontières étaient fermées, c'était très compliqué de s'imaginer une vraie relation de travail entre New Japan et AEW à cette époque-là. Là, pour le coup, on a vu Tanahashi venir à Dynamite faire un face-off avec CM Punk. Et on a annoncé le premier show Forbidden Door je crois que c'est en mai ou en juin 2021. Non, pardon, en 2022, mai-juin 2022. Alors, le premier show Forbidden Door, sans faire la review, il avait l'air un petit peu maudit, parce que tout le monde s'est blessé à 2-3 Oui. semaines du show, Mm. ou alors c'était des cas de Covid qui se déclaraient la Exactement. semaine avant le show, Ouais. et finalement, le show était quand même incroyable. Des vibes immaculées. Oui. Là, Et le Willow Spray Orange Cassidy, ouais. qui avait marqué du monde. Shigo qui fait équipe avec Sting et Darby Allin. C'est Enfin là fou. vraiment on était sur une carte, Et même on était sur de l'amusement le plus total quoi. Et même moi, je veux dire qu'à ce moment-là, je regarde pas du tout la NJPW. Je connais pas le Japon. Je connais des noms, si vous voulez. Je connais un peu des. Je savais situer. Je savais qu'un Okada, un Naito, c'était des gros noms, mais je les ai jamais vus à l'œuvre à cette période-là. Euh, et bon, comme on pouvait dire aussi, l'AEW prend pas trop par la main pour nous aider à nous situer, pour nous dire et je me disais parfois, heureusement que j'ai toujours eu une petite curiosité parce que sinon c'est dur de les situer. Mais arrivé à Forbidden Door, on l'oublie un peu. Parce qu'on est dans l'ambiance, qu'on regarde les choses et que on prend du plaisir parce que le produit qui est proposé est bon, quoi. Ça Et faisait très fête de catch. ça, Fête, pas fête, hein, fête. c'est ça, ouais, c'était vraiment une Ouais. fête à partager. Et du coup, ça donnait vraiment ce côté-là de se dire, mais du coup, en fait, bah, rien n'est impossible. Eux, ils le font. Donc ça a encore appuyé ce côté AEW de se dire
Bah eux ils acceptent d'amener des gens d'ailleurs, de proposer des grosses affiches avec des noms d'ailleurs, d'autres endroits, et de proposer des affiches de rêve et de pas s'auto-enfermer entre eux en disant bah nous notre produit il est génial comme il est, on n'a pas besoin des autres. Bah le W s'ouvre et montre que bah on peut être un gros et s'ouvrir Ouais. et dire voilà Et tout est possible. ouais. Et ça contribue au fait que Dynamite à cette époque-là, c'était pour moi, hein, c'était vraiment un événement à ne pas louper Oui, parce que on pouvait s'attendre à tout. C'était vraiment l'époque où les débuts affluaient, le Japon qui commence à s'ouvrir, même la qualité du produit en elle-même. c'est très bien sur la période. Voilà, elle était super haute. Donc là, vraiment, moi, je me souviens de cette période-là. Tous les jeudis matins, j'ouvrais pas Twitter pour me faire spoil de rien. Et Oui, puis j'avais qu'une hâte, c'était d'être le soir pour attraper Dynamite et en prendre plein la vue pendant 2 heures. Et ensuite, voilà, devoir attendre le Dynamite d'après. Alors le Rampage d'après aussi, parce que c'était à l'époque où Rampage était diffusé aussi. mm. Et pour le coup, Rampage, on peut en parler 2 secondes. C'était un show sur lequel il y avait quand même du focus, parce que bah, le premier main event de Rampage, c'était Christian Cage contre Kenny Omega pour les titres TNA. Oui. On a eu l'ajout verbale entre Eddie Kingston et CM Punk. C'était à Rampage. Ouais, il y avait On des a choses eu pas très mal importantes à de, Rampage à l'époque. ouais, Hein. on a eu pas mal de promos importantes de Punk à Rampage aussi. Oui. Les packs contre Andrade, c'était à Rampage également. Donc là, vraiment, pour le coup, les 2 heures de dynamite le mercredi et l'heure de catch le vendredi, C'est vraiment, on était sur très très qualitatif et vraiment, j'avais hâte quoi. J'avais juste hâte de brancher AEW, de brancher Dynamite, de brancher Rampage on et est de c'est profiter. c'était une période où je pense que beaucoup de monde regardait beaucoup la W et où c'était le show qu'on attendait le plus de la semaine, c'était Dynamite Ouais. et d'autres regardaient Rampage, mais voilà le show le plus attendu de la semaine sur la période là c'était Dynamite. Euh, Moi je me rappelle aussi sur cette période là, alors plus au début de la période quand on revient, mais pareil un match qui montrait qu'avec cette AEW là tout était possible, c'était le Chris Jericho contre Nick Gage. Oui. On est sur un show hebdo, on est à Dynamite, si je dis pas de bêtises, Ouais. Un et prime time. en prime time, en live, et le main event, c'est un match hardcore entre Chris Jericho et un spécialiste de l'hardcore, Nick Gage, avec certains s'en souviennent probablement encore, mais ce fameux spot où Nick Gage, une de ses armes favorites, c'est la roulette à pizza. Et on a ce moment génial où on passe dans le picture in picture. Nick Gage sort la roulette à pizza pour découper le front de Chris Jericho. Et la première pub qui apparaît, c'est une pub pour des pizzas. C'est Domino's Pizza. Et Ouais. c'est Domino's. Une pizza qui se fait, enfin quelqu'un coupe une pizza avec la roulette à pizza en même temps que Nick Gage coupe le front de Jericho. Ouais. Ah, c'est C'est lunaire ça. c'est un moment lunaire et c'est un moment qui en plus qui a fait un peu polémique par la suite, mais bon on va pas trop parler de la polémique, c'est en vrai c'est pas très important et je trouve Et que puis on s'en fout, c'est pas euh, notre argent quoi. c'est ça, puis ce match a vraiment apporté énormément. Alors on peut ne pas aimer le catch hardcore, on peut ne pas aimer le style, il n'y a pas de souci, euh, mais en fait on a un peu après le Covid et c'est vrai que ça fait un bien fou de se dire que on a un endroit où tout peut exister, on a le droit de tout voir et de se dire eh ben on va faire ça devant une audience large parce qu'à ce moment-là c'est vraiment beaucoup regardé le W. Ouais. C'est presque sur cette période-là où je crois que ça fait dans ses meilleures audiences en tout cas. Ça Oui. remplit des salles comme tu disais aussi tout à l'heure. Donc on a vraiment ce match curiosité qui fait le main event d'un show et c'est fou de se dire que voilà sur une heure de grande écoute en prime, on a ce match là
et de dire qu'il y a des gens qui ont regardé. Les gens sont pas tous partis en criant, en hurlant, en hurlant de l'arène. Les gens sont restés assis, on regardait le match et on a pris notre pied à regarder ce C'est match ça. un peu barré et Ouais. qui est fun en plus, qui est très drôle. Alors c'est pas le meilleur match hardcore que le W fera, mais C'est c'est un tellement match drôle, marquant. quoi. C'est Ouais. vraiment un match marquant dans l'histoire de la W parce que ça n'a aucun sens. Disons qu'on pourrait presque considérer ça comme un suicide de business, et au final, ça a renforcé cette image de l'EW. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la suite un petit peu logique de ce qu'il faisait pendant la période Covid, mais du coup devant 0 personne C'est dans ça. l'arène. Voilà, ils l'ont fait devant, je sais pas, 6 000, 7 000 personnes à Dynamite, et puis là, pour le coup, les lumières étaient allumées, tout le monde était dans sa télé. Je pense qu'on a fait le tour un peu de la période, à moins qu'on avait autre Alors chose à rajouter. Ah, vas-y. j'ai d'autres choses quand même à évoquer parce que bon, cette période elle est quand même Oui, il y a beaucoup de choses à assez dire, c'est pour incroyable. Il y ça, ouais, c'est dur voilà, de. sans trop détailler tout non plus. Hein. Euh, donc oui, voilà, ce que tu disais sur ce match-là, sur le Nigel Jericho, bah voilà, Dynamite c'était vraiment un événement où il se passait énormément de choses. Euh, pour moi, vraiment, c'est l'apogée du produit AEW qui veulent proposer, les weekly d'un très haut niveau, les pay-per-view également d'un très haut niveau. C'est la période où le règne d'Omega prend fin et Hangman est couronné. C'est la période où Britt Baker également est couronné. C'est la période où les Lucha Brothers sont couronnés à All Out. Euh, quoi d'autre? Je je pense souvent à la mid-card de cette période-là. Parce que la mid-card, elle est pour faire un produit aussi haute que cette époque-là, il faut que la mid-card elle soit d'un niveau dingue. Et c'était les gens qui portaient la mid-card à cette époque-là, c'était Lio Rush, c'était Dante Martin, Lee Moriarty, Matt Sydal. Moi, je pense autant à eux quand je pense au Prime AEW qu'à CM Punk, qu'à Bryan Danielson, qu'à Lilith. Oui, Parce que c'était vraiment une période où il y avait beaucoup de talents qui étaient mis en avant, vraiment pour construire une mid-card à cette époque-là. Et c'est ouais, vrai il y avait cette confrontation à l'intérieur même de la mid-card où ça se battait et on voyait que du coup il y avait du talent à cette période. ouais, ouais. Euh, Il y a eu le premier Anarchy in the Arena, c'était pendant cette période-là, Oui, il me semble. Le match complètement fou où Eddie Kingston manque de prendre, manque de foutre le feu à Chris Jericho, il me semble. oui. Et c'est Bryan Danielson qui l'arrête. Où il Est-ce arrive avec son que il lance-flamme avait là. pas raison finalement? C'était le moment pour le faire. Ça, je pense aussi, ouais. Pareil, le Nick Gage, Chris Jericho et le Anarchy in the Arena, c'est vraiment c'est vraiment ce qui différencie le plus AEW de WWE. WWE ne peut pas faire ce genre de match. C'est impossible pour, euh, pour, pour beaucoup de raisons. Mais je suis sûr à 99% que y a énormément de catcheurs dans le vestiaire WWE qui ont vu ces matchs-là, surtout le Anarchy in the Arena, et qui se sont dit j'aimerais en faire, Oui, j'aimerais en être. c'est ça. En fait, on sent qu'il y a vraiment un produit différent et qu'il y a des choses à proposer côté AEW. Et en plus, on est dans cette période-là où c'est vraiment très bien, quoi. Donc, c'est vrai que la W est vraiment dans un de ses pires états des dernières dizaines d'années. Et on a une AEW qui marche sur l'eau, qui remplit des salles, qui propose du super catch,
qui ramène des talents de l'extérieur et qui offre des affiches géniales à beaucoup de monde de son roster. C'est une période aussi où on voit beaucoup, si je dis pas de bêtises, je crois que sur cette période-là, on voit pas mal Suzuki, Minoru Suzuki, Ouais, qui se pointe, ouais. qui vient de temps en temps pour faire un coucou. Et c'est vrai que pour pas mal de personnes, c'est quand même une grosse légende du catch et que beaucoup de catcheurs rêvent d'affronter. Et quand tu te dis que tu sais, c'est un peu ce même de voir, tu sais, le même de Bob l'éponge qui regarde, où il y a Carlos qui Ouais. regarde par la fenêtre et qui voit Patrick et Bob l'éponge en train de s'amuser en dehors. Ouais. C'est un peu ça sur cette période quand t'as un talent de la WWE et que tu regardes la EW et la NJPW en train de s'amuser ensemble et ramener des mecs de l'extérieur. C'est aussi, je crois, la période où Tony Khan commence à rentrer en contact avec la Ring of Honor ou l'a peut-être déjà racheté. Donc, il y a beaucoup de talents qui se croisent. Beaucoup de personnes qui arrivent, qui font des allers-retours. Donc, encore une fois, c'est très fouillis. On reste dans ce contenu où parfois c'est dur de suivre parce que t'as pas toutes les références. Oui. Il se passe beaucoup de choses tout le temps. Oui. Mais la qualité fait que on passe sur ça, quoi. c'est ça. Tu prends le wagon en route et tu dis bon vas-y, c'est pas grave. Moi c'était mon cas à cette époque-là. Moi j'étais complètement dans ce cas typique où je voyais les gens arriver, je sais pas qui c'est. Tout le monde est content, je suis content. Je suis pris dans l'euphorie générale, je comprends pas ce qui se passe. Tout le monde a l'air d'être heureux de voir ça. Vas-y, j'y vais aussi. Je suis dans le train. Emmenez-moi avec vous. J'ai pas pied de j'ai mon ticket, je viens de le prendre à la dernière gare. Par contre, j'ai quand même envie d'arriver à la même destination finale que vous. Ouais, il y a une euphorie telle que ça porte le produit aussi. Donc, et là, t'es dans un cercle vertueux où ce que tu proposais bien, les gens sont euphoriques. Donc, ça améliore aussi ce que tu proposes et c'était intouchable, quoi. Cette période-là, c'était dingue. On se demandait si Dynamite allait pas battre Raw dans la démo. Ouais, c'était une période aussi où c'est pas très loin. J'ai du mal à me rappeler exactement la période, mais je me demande si c'est pas la partie où déjà on est devant NXT assez largement et puis NXT repart. Parce que je crois que 2021 en plus c'est la période où il y a la crise cardiaque de Triple H et où Vince reprend la main sur NXT, donc du coup le produit devient vraiment pas bon et où ça s'approche un peu de Raw. Où SmackDown est intouchable parce que sur la Fox et bon ça fait des audiences de dingue mais Raw est pas effleuré non plus mais on y croit presque. L'écart se réduit en tout cas. Ouais, plus tant d'écart que ça, ouais. Voilà, on sait que Paris c'est le PSG mais l'AEW était un Brest très convaincant. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour cette première partie du bilan des 5 ans de l'AEW. Cet outro est enregistré après coup parce que en enregistrant, on a un peu débordé. On en avait pour un peu plus de 3 heures, donc on s'est dit qu'on allait couper cet extrait en deux. Donc c'est pour ça que là vous m'entendez seul pour refaire cette outro. Et tout simplement pour vous prévenir aussi qu'une deuxième partie arrive très rapidement cette semaine. Donc pour la suite de l'AEW, elle est déjà enregistrée. Donc elle arrivera très vite. Donc là, cette première partie qui couvrait donc des débuts d'AEW jusqu'à All Out 2022. La deuxième partie, elle, du coup, passera dans All Out 2022. Donc ce que nous, on a considéré comme étant les temps troubles de l'AEW jusqu'à l'ère Dynasty, donc aujourd'hui. Concrètement et dans la deuxième partie on va également faire un bilan des 5 ans, parler du booking de Tony Khan et parler un petit peu de l'impact de l'AEW sur en tout cas ce qu'on pense de l'impact de l'AEW sur le monde du catch de manière globale. Donc n'hésitez pas à écouter également la deuxième partie qui risque d'être assez intéressante. En tout cas je vous remercie de nous avoir écoutés sur cette première partie. Je vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Squash FM avec 2-8 entre Squash et FM, à suivre la chaîne Spotify, à suivre la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre des j'aime ou des commentaires pour nous dire si l'épisode vous a plu,
Pareil, s'il y a des choses dont vous voulez qu'on parle, ce genre de choses, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour. En tout cas, je vous remercie et à très vite pour la deuxième partie.